Bonjour à toutes et à tous. Nous avons traité dans le cadre de l'apport de l'école des monétaristes deux points. Le premier relatif à la reformulation de la théorie quantitative de la monnaie. Le deuxième point était réservé plutôt aux différences entre Milton Friedman et Keynes. Le troisième et dernier point de cette présentation relève des principales conclusions des monétaristes. En effet, Milton Friedman estime que l'inflation est un phénomène purement monétaire. Il a écrit que la cause immédiate de l'inflation est toujours et partout la même. Tout accroissement anormalement rapide de la quantité de monnaie par rapport à la production. Alors en reprenant l'équation des échanges de Fisher que nous avons vu il y a quelques semaines, Friedman établit l'équation de l'équilibre à long terme comme suit: M fois V égale PY, où les variables sont considérées en termes de taux de variation. Milton Friedman estime que, étant donné la constance de la vitesse de la circulation de la monnaie, nous avons expliqué dernièrement, et que le taux de croissance du revenu permanent dépend des forces réelles de l'économie, dotation des facteurs, progrès technique, organisation de travail, habitudes de consommation. Donc tout accroissement de la quantité de monnaie pour lui entraîne une augmentation uniquement de l'inflation. Ainsi, il conclut que toute augmentation de la quantité de monnaie n'aura comme seul effet que la hausse de l'inflation. Deuxième conclusion à retenir pour les monétaristes, la politique monétaire expansionniste n'est active qu'à court terme et elle est inefficace et même nuisible à long terme. Selon Milton Friedman, les agents économiques forment leur anticipation à chaque période, en tenant compte bien entendu de l'évolution de la variable considérée et de leurs erreurs d'anticipation passée. Ainsi, ces agents économiques agissent en adaptant leur anticipation au contexte. C'est ce que Milton Friedman a appelé les anticipations adaptatives, en ce sens que les agents économiques anticipent les prix à venir en se basant sur le passé. Si, à titre d'exemple, le taux d'inflation des années antérieures est de 2%, ils vont prévoir pour l'année à venir au moins une hausse égale à 2%. Alors, appliquer une politique monétaire expansionniste, cela signifie que les anticipations d'inflation sont davantage tournées vers le passé que vers le futur, entraînant ainsi une incidence des grandeurs monétaires sur les grandeurs réelles. Ceci est valable bien entendu à court terme. Cette incidence dépend toutefois de la vitesse avec laquelle les agents économiques vont se rendre compte de l'effet de l'illusion monétaire. En effet, à mesure que le temps passe, les agents économiques intègrent leurs erreurs et corrigent leurs anticipations. Par conséquent, pour maintenir cette dynamique de l'activité économique, les autorités devront procéder à des effets de surprise successifs en termes d'augmentation de la masse monétaire. C'est l'effet de surprise développé par Milton Friedman, qui avance que toute politique monétaire expansionniste visant à relancer l'activité économique, du moins à court terme, doit jouer sur cet effet de surprise. À titre d'exemple, si le taux d'inflation pour l'année passée était de 2%, toute nouvelle politique monétaire envisagée doit prévoir 4, 5 ou 6%. Alors comment peut-on expliquer cette deuxième conclusion qui stipule que la politique monétaire expansionniste n'est active qu'à court terme et elle est inefficace, voire nuisible à long terme? Alors d'une part, tout accroissement de la quantité de monnaie engendrera une progression de la production et une augmentation de l'emploi suite à la baisse du taux d'intérêt qui a stimulé les investissements. On enregistre ainsi une légère relance de l'activité économique. Cependant, au fur et à mesure, les agents économiques vont s'apercevoir à moyen terme des effets inflationnistes de cette politique et seront amenés à réclamer des augmentations de salaire pour rétablir la dégradation subie de leur pouvoir d'achat. D'autre part, les entrepreneurs vont réaliser que cette évolution a augmenté leur coût de production. Le salaire nominal sera revu en conséquence à la baisse pour compenser les effets de cette inflation sur les coûts.
Conséquence finale, plusieurs salariés seront licenciés et ainsi retirés du marché. Alors, la situation finale est caractérisée par un retour au taux de chômage antérieur, mais cette fois-ci avec un supplément d'inflation. Taux d'inflation devenu 5 au lieu de 2% par rapport à l'exemple que nous avons adopté. Cela suppose qu'encore une fois, si les autorités monétaires souhaitent baisser à nouveau ce niveau de chômage, le seul moyen à entreprendre en période suivante consiste, encore une fois, à surprendre à nouveau les agents économiques. Cette dynamique montre toutefois que les performances en matière d'emploi obtenues à court terme s'évanouissent très rapidement à moyen et long terme, laissant une inflation plus forte. Il s'agit de la fameuse métaphore de l'effet morphine de Milton Friedman. Donc résumons les séquences. À court terme, toute augmentation de la masse monétaire entraîne une augmentation des prix et elle entraîne en même temps une augmentation des investissements, création et augmentation de l'emploi. À moyen et long terme, les salariés ne sont plus victimes de l'illusion monétaire. Ils découvrent les effets inflationnistes de la politique monétaire et revendiquent des augmentations de salaire, ce qui se traduit par une augmentation des coûts de production, baisse des investissements et ainsi retour à la situation de chômage antérieure avec un niveau plus élevé du taux d'inflation. Donc, comme pour les classiques, les monétaristes considèrent que la monnaie est neutre à long terme, néanmoins elle est active à court terme. La troisième et dernière conclusion à retenir est que toute politique monétaire doit avoir comme objectif de maintenir un niveau stable et modéré de la masse monétaire sur le long terme. Pour ce faire, Milton Friedman préconise que le contrôle de la masse monétaire doit augmenter en rapport, en parfaite synchronisation avec la croissance de l'économie réelle, ce qui permettra d'éviter les dérapages inflationnistes. Cependant, il faut également veiller à s'assurer que le niveau de croissance monétaire est suffisant pour ne pas freiner la croissance économique. La proposition principale de Milton Friedman est la politique monétaire dite automatique, visant 1. La stabilité des prix à long terme et 2. Fixant une norme de progression de la masse monétaire en rapport avec la croissance de l'économie réelle. Milton Friedman, à l'instar des classiques, considère que le marché est le seul régulateur efficace de l'activité économique. Les prix y affichés constituent les meilleurs signaux permettant un calcul économique rationnel et une affectation optimale des ressources. Les monétaristes estiment également que tout contrôle centralisé est source de nuisance et d'inefficacité parce qu'il fausse le calcul des agents économiques et provoque des perturbations. Milton Friedman préconise ainsi fortement le retrait des pouvoirs publics et recommande un libre fonctionnement du marché. De cette analyse, Milton Friedman en déduit l'inefficacité des politiques conjoncturelles et la nécessité pour l'État de reconsidérer son rôle dans l'économie. C'est celui de gendarme du libre fonctionnement du marché. Mieux encore, l'État ne doit adopter que des mesures s'inscrivant dans le long terme. Ainsi se termine cette deuxième séquence. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage.